Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité ce soir, le calme n'est toujours pas revenu ici aux États-Unis après la mort de George Floyd. De nombreuses manifestations se sont poursuivies dans plusieurs villes du pays, malgré la menace de Donald Trump de déployer l'armée. En République démocratique du Congo, nous suivrons avec Anastasie Tudièche les pas d'une jeune militante qui a décidé de lutter contre la propagation du Covid-19 dans son pays en s'intéressant particulièrement aux familles des militaires et policiers. Utilisation de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19, la controverse continue, surtout après cette étude de la revue The Lancet qui suscite pas mal de réactions. Une fois encore, bonsoir. Suite à la mort de George Floyd, un Afro-Américain asphyxié par un policier lors d'une arrestation violente, des manifestations ont pris place dans différentes villes des États-Unis. Les protestataires ont crié leur ras-le-bol face à l'injustice raciale et les violences policières. Les marches pacifiques ont fait place à des affrontements. De nombreux commerces ont été saccagés et de New York à Los Angeles, les couvre-feux n'ont pas été respectés. La situation aux États-Unis est observée par le monde entier. Tour d'horizon des principales réactions avec Dili Diko. Les réactions n'ont pas tardé. Le monde a les yeux braqués sur les États-Unis suite à la mort violente de George Floyd et aux nombreuses manifestations qui ont émergé dans le pays. Plusieurs membres de l'Union européenne ont réagi. En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson s'est exprimé à la Chambre des communes. Je pense que ce qui s'est produit aux États-Unis est scandaleux et inexcusable. Nous l'avons tous vu sur nos écrans et je comprends parfaitement que les gens aient exercé leur droit de manifester. Évidemment, je crois aussi que les manifestations doivent se dérouler de manière légale et raisonnable. En France, une marche a eu lieu pour dénoncer les violences policières. Environ 20 000 personnes ont manifesté à Paris à l'appel de la famille d'Adama Traoré, un jeune homme noir mort en 2016 suite à son interpellation. Les manifestants, menés par sa sœur, ont fait écho au mouvement américain. C'est un rassemblement qu'on fait suite à tous les événements qu'il y a eu la semaine dernière. Celle qui arrive juste avant, c'est la mort de George Floyd, cet homme noir, notre frère, qui va mourir avec des scènes horribles, des scènes qui vont nous horrifier, des scènes qui vont nous glacer le sang et des scènes qui vont en tout cas se calquer sur la mort de mon petit frère. La Russie s'est dite scandalisée. La Chine a dénoncé une maladie chronique du racisme aux États-Unis et Hong Kong parle de 2 poids, 2 mesures de la part de Washington. Nous avons vu ces dernières semaines les doubles standards qui existent. Nous avons vu comment les gouvernements locaux américains ont réagi face aux émeutes. Nous avons également vu la position adoptée par les États-Unis lorsqu'il y a eu des émeutes similaires à Hong Kong. La vague d'indignation suscitée par la mort de George Floyd a eu une portée plus générale au Brésil, où des manifestants sont sortis pour protester contre le racisme, accusant le président brésilien de favoriser un climat propice aux inégalités. Nous ne pouvons plus tolérer tous les abus et les injustices contre la classe ouvrière, les pauvres, les Noirs, les Indiens, les femmes, la communauté LGBT et toutes les formes d'oppression par le gouvernement Bolsonaro. Nous devons nous faire entendre. Plus d'oppression. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé que la violence policière devait faire l'objet d'enquêtes aux États-Unis, comme dans n'importe quel pays au monde. Des manifestants soudanais sont descendus dans les rues de Khartoum ce mercredi, réclamant avec colère justice pour des dizaines de manifestants pro-démocratie tués il y a 1 an dans une sanglante répression. 1 an après cette répression qui a chassé Omar el-Béchir du pouvoir, une famille réclame également justice pour leur fils Abdel Salam Kisha, pour ne pas le nommer.
Il avait 25 ans quand lui et des dizaines d'autres manifestants ont été tués par des hommes en uniforme militaire à l'extérieur du quartier général de l'armée dans la capitale Khartoum, alors qu'ils exigeaient depuis plusieurs semaines la destitution du président Omar el-Béchir au pouvoir depuis 30 ans. En République démocratique du Congo, le procès de Vital Kamerhe a repris aujourd'hui après le décès brusque la semaine dernière du président du tribunal. Un nouveau juge a été nommé pour le remplacer. L'ancien directeur de cabinet et principal allié du président Félix Tshisekedi ainsi que 2 autres prévenus sont accusés de détournement de fonds. Ils comparaissent pour cette 3e audience consacrée à l'audition des témoins. La RDC, qui a perdu 475 000 hectares de forêt tropicale en 2019, c'est ce que révèlent des données publiées par Global Forest Watch. C'est le 2e total le plus élevé au monde derrière le Brésil. La majeure partie de cette déforestation semble être due à des pratiques agricoles cycliques, selon la plateforme de données qui met également en garde contre la déforestation provoquée, celle-là, par l'exploitation forestière, l'exploitation minière et les plantations qui sont responsables de plus de pertes d'arbres qu'on ne le pensait. Dans les mêmes données, on note que le Ghana et la Côte d'Ivoire ont tous deux réduit les pertes de forêt primaire de plus de 50%. En rapport avec le coronavirus et à marge des actions entreprises par la Task Force sanitaire dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus toujours en République démocratique du Congo, des initiatives se multiplient pour relayer les mesures et les gestes. Une jeune militante de 26 ans a choisi de se consacrer aux familles des militaires et policiers, une population particulièrement délaissée selon elle. Anastasie Tudièche l'a rencontrée lors d'une campagne de sensibilisation. Nous sommes au camp Canaan des veuves et orphelins militaires dans la commune de Lansele, à près de 80 km du centre-ville de la capitale. Ici, 165 familles vivent dans le plus grand dénuement et c'est ici que Christella Kiakuba, 26 ans, a choisi de mener une campagne de sensibilisation à la lutte contre le coronavirus avec son association Telema Mwana Mapinga. Je suis Christella Kiakuba, j'ai 26 ans, fille d'un policier, bien qu'orpheline, fondatrice aussi coordonnatrice principale de l'ASPEL, Telema Mwana Mapinga, ça veut dire debout enfants militaires et policiers. En fait, l'objectif principal, c'est d'abord la vulgarisation du strict respect des gestes barrières, donc la sensibilisation. C'est la 8e sensibilisation depuis que nous avons lancé la campagne Stop Coronavirus dans nos camps. Nous sommes là pour sensibiliser. Nous sommes là pour dire à nos mamans, à nos grands-mères, à nos frères et sœurs que le coronavirus tue. Mais il y a possibilité d'éviter, de se prévenir du coronavirus. En tout cas, maman Mingi. Beaucoup ici ont piqué des crises d'angoisse à l'annonce du virus. On ne savait pas comment s'y prendre. Ils ont dit qu'on pouvait se laver les mains avec du savon ou de la cendre chaude. Mais quand les gens de l'association sont venus sur le terrain montrer les gestes aux personnes âgées, là on a compris. Mama Christine Lossa est la responsable administrative du camp Canaan. Elle nous explique que les veuves vivent avec une pension mensuelle de 34 000 francs congolais, soit près de 20 $, entre autres difficultés. Nous, famille de militaires, n'avons pas d'électricité. Que le président pense à nous. Et s'il est trop pris, eh bien, qu'il nous envoie la mère de la nation, qu'elle vienne voir comment ses enfants vivent. L'association revendique plus de 200 000 membres, avec des points focaux dans chacun des 27 camps policiers et militaires que compte Kinshasa. Elvis Sumbuka Nyomba, 25 ans, est le point focal du camp Canaan, où il a été élevé par sa grand-mère. S'engager auprès de Telema Mwana Mapinga a été une évidence pour cet étudiant en droit. Au fur et à mesure, tout le monde que non, ils ont réalité, ils ont la carte à Congo. On a trié quelques jeunes au bazar. Un peu dans la caboche, raisonner comme moi. On a créé quelques jeunes,
on est travaillé dans un nombre de 12. Tout ça, là, suivant, ils ont juste pour sensibiliser tout d'abord les jeunes. Tout le monde sera toujours les jeunes. Tout ce que nous donnons joue également le rôle de sensibilisateur et le rôle d'interpellateur. Donc, comme on dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir. C'est ce que nous faisons. Ici, au camp Canaan, la préoccupation première, c'est la survie, pas le coronavirus. Une survie qui pourrait être mise à mal si une vague de Covid-19 venait à toucher les quelques 3000 âmes qui vivent ici. Et ce ne sont pas les 34 000 francs congolais de pension mensuelle que touchent les veuves qui pourraient y changer grand-chose. Anastasie Tudièche, pour VOA Afrique, Kinshasa. Et un petit mot pour parler de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus au Zimbabwe, où les forces de sécurité ont nettoyé mardi le centre-ville d'Harare et refoulé des milliers de personnes et d'automobilistes, j'y parviens. Cette action s'inscrit en droite ligne des mesures actuellement prises par les autorités pour renforcer les restrictions liées au Covid-19. Le Zimbabwe a enregistré une flambée de nouveaux cas ces dernières semaines. Les cas de coronavirus sont passés de 34 début mai à 203 mardi. La majorité des cas étant des citoyens rentrant de l'étranger. Le pays a enregistré 4 décès. Dans le même registre, banni par certains pays, promu par d'autres, l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour traiter le nouveau coronavirus divise plus que jamais la planète depuis la publication d'une étude controversée jugeant ces médicaments inefficaces, voire néfastes. Dans un récent communiqué, la revue médicale de Lancet, qui a mené l'étude, a reconnu de sérieuses interrogations médicales après que des dizaines de scientifiques ont publié la semaine dernière une lettre ouverte exprimant des inquiétudes quant à sa méthodologie et à la transparence des données. Plus de détails avec Blanche Sanon. La revue scientifique Le Lancet s'est dit préoccupée au sujet d'une étude à grande échelle sur l'hydroxychloroquine et la chloroquine qu'il a publiée et qui a conduit l'Organisation mondiale de la santé à suspendre les essais cliniques des médicaments antirétroviraux comme traitement potentiel du Covid-19. Le groupe de direction a mis en place une pause temporaire de l'hydroxychloroquine dans le cadre de l'essai clinique, tandis que les données sont toujours en train d'être examinées par le comité de surveillance de la sécurité des données. Les autres branches de l'essai se poursuivent. L'étude publiée le 22 mai dans la revue scientifique Le Lancet conclut que l'hydroxychloroquine dérivée de l'antipaludéen chloroquine n'est pas efficace contre le Covid-19 et qu'elle augmente même le risque de décès et d'arythmie cardiaque. Elle a été menée sur 96 000 patients hospitalisés entre décembre et avril dans 671 hôpitaux. Sa méthodologie a toutefois été remise en cause par des membres de la communauté scientifique. Le premier d'entre eux, le célèbre professeur Didier Raoul, a immédiatement jugé l'étude du Lancet foireuse. Plusieurs pays, dont la France, ont banni l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour le traitement du Covid-19. Le Haut Conseil considère qu'il y a plus de risques aujourd'hui à prescrire en mono ou en bithérapie ce traitement qu'à ne pas le prescrire, d'autant qu'il n'y a pas d'argument étayé permettant de vérifier si ce traitement est efficace. Néanmoins, les études cliniques qui sont en cours vont pouvoir se poursuivre. Par ailleurs, je peux vous dire que ce traitement, en pratique courante, est extrêmement peu prescrit depuis la fin du mois de mars. D'autres pays comme l'Italie, l'Égypte, la Tunisie, la Colombie, le Chili, le Salvador, le Cap-Vert, l'Albanie ou la Bosnie ont également suspendu la prescription de l'hydroxychloroquine aux patients atteints de Covid-19. Nombreux sont les pays qui, au contraire, louent l'efficacité de l'hydroxychloroquine et ne souhaitent pas s'en passer. C'est le cas du Brésil, de l'Algérie, du Maroc, de la Turquie, de la Jordanie, de la Thaïlande, de la Roumanie, du Portugal, du Kenya, du Sénégal, du Tchad ou encore du Congo-Brazzaville. Aux États-Unis, l'hydroxychloroquine ne peut en principe être administrée à des patients Covid-19 qu'à l'hôpital, mais l'Agence de contrôle des médicaments mettait en garde dès avril contre des risques d'arythmie cardiaque. Fervent défenseur de la molécule, le président Donald Trump a assuré qu'il en prenait quotidiennement à titre préventif avant d'annoncer peu après la publication de l'étude du Lancet avoir arrêté. En Chine, berceau de la pandémie, l'hydroxychloroquine reste uniquement utilisée dans le cadre d'essais cliniques, mais son efficacité jugée prometteuse début février par l'université de Wuhan est désormais remise en cause par un hôpital réputé de Shanghai. C'est donc la course à la recherche d'un traitement contre le Covid-19
En Afrique du Sud, on s'intéresse maintenant à l'artémisia, l'herbe médicinale rendue célèbre par le président malgache André Rajoelina. Dans un laboratoire agricole près de Durban, on se prépare à répondre à une hausse de la demande de l'herbe médicinale. Asma Botmi Clark s'est rendue sur place. Ceci est l'artémisia, une herbe médicinale qui porte l'espoir de tout un continent. De Madagascar en passant par le Congo et maintenant l'Afrique du Sud, les recherches se multiplient pour enfin pouvoir démontrer son efficacité contre certaines maladies. Utilisée pour le traitement de la malaria dans certains pays d'Afrique, l'artémisia annua fait le buzz avec le Covid organique de Madagascar, une tisane qui accélérerait la guérison des patients atteints du Covid-19 selon le président malgache. L'engouement pour l'artémisia est tel que dans ce laboratoire agricole sud-africain, on a commencé à s'intéresser à la variété locale de l'herbe, sa cousine, l'artémisia afra. Artemisia afra is the scientific name for African wormwood. There's been a lot of interest in it because it's been traditionally known as a medicinal plant. So this is widely known in the African community. It has a lot of proven antibacterial, antiviral as well as anti-inflammatory properties. Bien connue des adeptes de la médecine traditionnelle, l'artémisia doit encore être testée cliniquement, mais ici, on anticipe une augmentation soudaine de la demande. There is an interest because once the result has been published and confirmed that the artemisia can cure the COVID-19, agriculture has to be on space to do the propagation of the artemisia at a larger scale. Bon marché, sans toxicité et sans effets indésirables, l'artémisia pourrait être le remède idéal contre le Covid-19, un traitement dont il faut encore démontrer l'efficacité. Asma Botmi Clark pour VOA Afrique, Durban. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie du Monde aujourd'hui. John Linden, de retour avec vous. Au Bénin, l'agriculture va très mal. Les récoltes ne s'écoulent presque pas et les prix de certains produits tropicaux restent instables sur le marché. Xavier Fakbohung, qui est allé à la rencontre des agriculteurs béninois à Sémé-Podji, dans le sud-est du pays, nous en dit plus. L'agriculture représente le quart du produit intérieur brut du Bénin. À cause de la pandémie du coronavirus, ce secteur rencontre des perturbations. Ferdinand, exploitant agricole dans la commune de Sémé-Podji, au sud du Bénin, est contraint de vendre ses légumes au prix dérisoire de 200 francs contre 500 francs habituellement. Les pertes sont énormes parce qu'on n'a pas pu écouler nos produits. Parce que ça fait qu'il y a eu des pertes. On n'a pas vendu. Quand on n'a pas vendu, ça veut dire que les produits sont pourris sur les planches. Parce qu'on vend nos produits à bon champ. Ce n'est pas qu'on amène les produits au marché. Si c'était qu'on amène les produits au marché, ce serait un peu facile. Mais c'est les bons dents qui viennent. Donc quand ils viennent, donc, on vend les produits à leur prix. Toutes ces productions se sont retrouvées bloquées au champ à cause du cordon sanitaire qui a été institué par le gouvernement du Bénin pour atténuer la propagation à grande échelle de cette maladie-là. Alors, nos producteurs se sont retrouvés du jour au lendemain bloqués et ne pouvaient pas aller céder leur production. Et du coup, ces différentes productions, étant donné que les différentes spéculations maraîchères sont des spéculations très périssables, du jour au lendemain, on pourrit au champ. Et c'est cela qui explique la cherté des différentes spéculations sur le marché aujourd'hui. Certains produits tropicaux comme le cajou sont aussi victimes du Covid-19. La concurrence entre acheteurs reste forte, tandis que les stocks disponibles chez les producteurs ont nettement diminué.
Son prix sur le marché reste instable et évolue entre 325 et 400 francs le kilogramme. Le prix plancher de cette année, c'est 325, mais les produits ont été vendus au début de la campagne en dessous de 300. Vous voyez, surtout, cette situation est due, je dirais, à l'apparition de ce virus qui a semé une sorte de peur au niveau de tous les acteurs. Du coup, tous les prix que les exportateurs nous proposaient nous autres, ils étaient prêts à prendre. C'est dommage. Cette situation compromet les objectifs du Bénin en termes de production agricole et porte un effet dévastateur sur l'économie. Le gouvernement envisage de mettre en place un système de riposte qui consistera à atténuer, voire annuler, les importations à divers niveaux. Nous sommes dépendants vis-à-vis de l'extérieur pour une série de produits, pour tenir compte de l'environnement Covid. Aujourd'hui, nous n'avons plus accès à ces produits pour les restrictions qui sont imposées, via la contraction des échanges au niveau mondial. Mais il reste que c'est une opportunité que notre activité peut changer, se restructurer et s'orienter. C'est des possibilités de substitution aussi qu'il faut, sur lesquelles notre production nationale peut s'ajuster. L'agriculture constitue une activité névralgique pour le Bénin. Un peu plus de 70% de la population tire sa pitance de ce secteur. Dans le pire des scénarios, la pandémie du coronavirus pourrait faire basculer un nombre important de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Et nous retrouvons tout de suite Yacouba Ouedraogo pour nous parler de sport. Yacouba, cette semaine, les sportifs ne sont pas restés à marge de l'actualité brûlante ici aux États-Unis, à savoir le meurtre par un policier blanc de George Floyd, noir américain. Mais on commence, Yacouba, par cette nouvelle au Nigeria. Bonsoir. Bonsoir John, bonsoir à tous. On en sait un peu plus sur le nouveau contrat de l'entraîneur des Super Eagles, Gernot Rohr. Le franco-allemand a annoncé avoir fait des sacrifices sur son nouveau contrat. On doit tous faire des sacrifices et moi le premier, a déclaré le sélectionneur du Nigeria. De sources officielles, Gernot Rohr a concédé une baisse de son salaire mensuel de 55 000 à 49 000 $ et accepté de rester dans le pays au moins 10 mois dans l'année. C'est une très jeune équipe, mais la mission n'est pas encore terminée, alors nous voulons la poursuivre, a souligné le coach, dont l'objectif est de guider les Super Eagles vers une 4e victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Après les succès de 1980, 1994 et 2013, le Nigeria est en tête de son groupe de qualification pour l'édition 2021, après avoir remporté ses 2 premiers matchs contre le Bénin et le Lesotho. Lui a fait partie du groupe des Super Eagles qui ont arraché la 3e place à la CAN 2019, mais poursuit sa carrière sous forme de prêt en Angleterre. Le prêt à Manchester United d'Odayon Igalo, sous contrat avec l'équipe chinoise des Shanghai Shenhua, a été prolongé jusqu'à fin janvier 2021. Prêté cet hiver, l'attaquant nigérian devait normalement retourner fin mai en Chine, alors que le championnat d'Angleterre doit reprendre le 17 juin. Pour terminer sa saison, son retour se heurtait cependant aux limitations des entrées d'étrangers en Chine à cause du nouveau coronavirus. Et les deux clubs ont donc trouvé un accord pour que Igalo reste. Le Super Eagle a inscrit 4 buts lors des 3 matchs qu'il a débutés entre le 27 février et le 12 mars. Et pour finir, comme face au coronavirus, le monde sportif n'a pas échappé à l'indignation mondiale après la mort d'un homme noir lors de son interpellation à Minneapolis, ici aux États-Unis, à travers des écrits ou des gestes sur les terrains. Les stars du sport ont dénoncé cette bavure policière et au-delà, les injustices raciales. Je vous propose un tour d'horizon, bien évidemment pas exhaustif, des réactions de stars du sport. Suivez. L'ancienne superstar de la NBA, Michael Jordan, a dénoncé ce qu'il qualifie de racisme enraciné aux États-Unis, se disant profondément attristé, véritablement en souffrance et totalement en colère. Nous en avons assez, a poursuivi Michael Jordan. Le joueur des Boston Celtics, Jaylen Brown, a conduit 15 heures pour participer à une manifestation à Atlanta. Selon Roger Goodell, dirigeant au sein de la Ligue nord-américaine de football, les rassemblements violents reflètent la souffrance, la colère et la frustration que tant d'entre nous ressentent. La joueuse de tennis Serena Williams a posté une vidéo sur Instagram d'une jeune fille submergée par l'émotion s'adressant à une réunion publique. « Nous sommes des Noirs et nous ne devrions pas avoir à nous sentir comme ça ». Le Britannique Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, a lui dénoncé le silence des plus grandes stars de la Formule 1 dominée par les Blancs. « Je sais qui vous êtes et je vous vois », a déclaré Lewis Hamilton. 3 joueurs noirs de la Bundesliga ont aussi rendu hommage le week-end dernier sur les terrains allemands à Floyd.
L'attaquant de Mönchengladbach, Marcus Thuram, a mis un genou à terre pour célébrer un but. Le Marocain de Dortmund, Achraf Hakimi, et son coéquipier Jadon Sancho, buteur ce week-end, ont affiché un t-shirt portant l'inscription « Justice for George Floyd », des gestes théoriquement passibles de sanctions, la FIFA interdisant en principe tout geste à caractère raciste ou politique lors des matchs. La commission de discipline de la Bundesliga dit avoir ouvert une enquête, mais l'instance mondiale du football a appelé les organisateurs de compétition à faire preuve de bon sens et à tenir compte du contexte. C'est tout pour cette rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mercredi prochain. Bye bye. Du sport à la culture, il n'y a qu'un pas que nous franchissons en allant au Tchad. La pandémie du coronavirus a contraint les centres culturels à fermer leurs portes, paralysant ainsi le secteur musical. Pour tenir en vie la musique tchadienne pendant cette crise sanitaire, des concerts virtuels sont organisés chaque vendredi. Objectif, vivre le concert en respectant les mesures barrières contre le Covid-19. Davantage avec Nesta Yamgoto. L'Institut français du Tchad n'affiche pas complet cette semaine. Sur scène, Abdoulaye Nderngui, un chanteur quasiment seul, face au siège vide. C'est un concert au caractère singulier, un acte de résistance face au nouveau coronavirus. On peut tenir le public à distance et via des concerts internet qui ont passé sur la page Facebook de l'Institut français et permettre aussi à des artistes d'exister parce que on nous paye pour jouer. Donc ça nous permet d'acheter un sac de riz ou quelque chose à la maison, ou payer la maison même. Dans sa chambre, Serge profite de ce spectacle retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Seule manière pour lui de vivre le concert en plein confinement. Je dirais que c'est de plus en plus mieux. Je trouve que c'est aussi bon. Parce qu'avant, on se déplaçait pour aller dans différents centres culturels pour suivre les concerts. Et maintenant, avec l'histoire de la crise sanitaire, on est coincé dans notre chambre en train de suivre les concerts à travers nos téléphones. Donc c'est aussi une bonne manière, je trouve. Ces concerts visent aussi à ouvrir une fenêtre internationale aux artistes tchadiens. Des concerts de 45 minutes, sans public, qu'on essaye d'enregistrer dans les conditions du live. Donc, et qui permettent d'une part aux artistes de maintenir le lien avec leur public et de continuer une activité professionnelle. Je crois que c'était aussi important d'avoir ce soutien-là vis-à-vis des artistes. Par ailleurs, cet enregistrement leur permet également d'avoir un outil promotionnel pour se faire connaître ailleurs qu'au Tchad, en Afrique ou plus largement en Europe, voire plus loin. Pour des mesures barrières, les salles de concert sont encore fermées. Les mélomanes tchadiens n'ont que pour l'instant ces concerts live avant le retour à la normale. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Portez-vous bien, protégez-vous et surtout, passez une excellente soirée. Alongside Nigeria, we're surviving with your Mr. Soprano. You know what it is, my bad records, get it on. Too many haters started, I ain't gonna be haters.